Bien, bonjour, je vous propose qu'on démarre notre conférence à l'invitation d'Axe Immobilier. On va parler du défi du redéveloppement. Bon pour le patrimoine, bon pour l'écologie, bon pour l'économie. Je ne sais pas si je dois mettre un point d'interrogation. En tout cas, on va poser ces questions, ou d'exclamation. On va poser ces questions à notre panel constitué de Claire Chabrol, chargée de projet au Booster du réemploi et responsable du mouvement Unisson, chez Action for Market Transformation. Waouh! Vous nous raconterez un petit peu tout ça. À vos côtés, c'est la table des Auvergnats. Jean-Marc Colly, président de l'ASPIM, l'Association française des sociétés de placement immobilier. Donc, du coup, on parlera un petit peu d'investissement et un petit peu d'économie. Bruno Bouchot, à ma droite, architecte fondateur de Bouchard, pardon. Bouchot, architecte. Bon, j'avais les deux mots, donc voilà, j'avais une chance sur deux de me planter, c'est gagné. Et Cédric Delétrange, président d'Axe Immobilier, qui nous accueille cet après-midi pour parler de ce thème. Le défi du redéveloppement. On va commencer par toi, Jean-Marc. On va commencer par savoir si le redéveloppement, c'est bon pour l'économie. Et je voudrais juste savoir comment les fonds d'investissement grand public, l'ASPIM ne représente pas que les CPI, c'est les fonds d'investissement grand public, abordent un tout petit peu ce sujet du redéveloppement. On voit qu'il est de plus en plus difficile de construire from scratch. On voit qu'il devient de plus en plus compliqué d'acheter des immeubles existants. Je crois que les fonds d'investissement ont un petit peu des actifs en portefeuille. Comment vous vous positionnez par rapport à cette thématique et comment vous abordez ce sujet? Alors, un petit mot sur l'ASPIM, si tu donnes le volume. Ça représente à peu près 300 milliards de capitaux gérés, 110, 120 milliards gérés pour le compte de particuliers, 4 millions de gens qui portent nos produits, ou directement ou à travers des contrats d'assurance vie. Et le reste, c'est des institutionnels. Alors, largement et majoritairement immobilier d'entreprise, sous toutes ses formes, un tout petit peu de résidentiel, et on rêverait d'y aller un peu plus, mais bon, pour l'instant, c'est pas tout à fait. Mais le redéploiement des immeubles de bureaux vers le logement sera sans doute. C'était ça la transition que je voulais faire, Cédric. Il y a de l'opportunité dans ce domaine-là. Alors, comment les fonds abordent le. Alors, déjà, il faut savoir qu'un fonds, il ne peut avoir de la performance que si les immeubles qu'il détient sont adaptés aux besoins des gens qui vont les utiliser. Alors c'est vrai pour le résidentiel, c'est encore plus vrai aujourd'hui dans le bureau. C'est apparu avec la logistique, ça continuera avec le résidentiel. Cette adaptation, ce côté adapté de l'immeuble aux besoins de la population, il est essentiel. Donc tout ce qui est le redéveloppement de nos immeubles ou le développement pur et simple, c'est quelque chose d'essentiel. Alors soit on le fait, ils le font, pardon, parce que moi je fais plus rien. Pas tout à fait. Soit ils le font au travers de fonds spécialisés. Il y a des fonds qui sont des fonds immobiliers non cotés, qui font pourtant des activités commerciales, marchands de biens ou promoteurs. Et là, c'est vraiment un produit pur. Et l'objectif de ceux qui investissent sur ces fonds-là, qui sont souvent des particuliers aisés ou des professionnels, c'est bien sûr l'addition d'un tout petit peu de rendement, mais beaucoup de plus-value. Donc l'objectif de création de valeur est essentiel. Et bien sûr, ça suppose de s'adosser à des gens qui savent le faire. Et puis l'autre partie de l'activité, c'est ceux qui, au contraire, gèrent des fonds qui sont plutôt gros, souvent diversifiés, et dans lequel, par période, il faut redévelopper des actifs parce que malheureusement, tous n'ont pas une vie idéale et ne peuvent pas continuer à être utilisés tels qu'ils le sont. Alors, imaginons un immeuble à Saint-Denis, par exemple, aujourd'hui, très efficace en termes de bureaux il y a une dizaine d'années, mais plus efficace aujourd'hui. D'autres dans le centre de Paris qu'il faut redévelopper pour mieux les adapter. Alors, voilà. Donc, c'est une autre forme de redéploiement des actifs. Elle est presque moins pratiquée dans les fonds, gros fonds diversifiés, parce que l'objectif, c'est de servir du rendement. Et que attendre une opération de redéploiement, c'est dire je décide de le faire, j'obtiens les autorisations. Parfois, ça peut mettre très longtemps. Et je le réalise. Et après, j'ai du loyer. C'est parfois un temps extrêmement long pour des fonds qui doivent distribuer des revenus à des clients. Donc, les fonds sélectionnent parmi tous les actifs. C'est ça le premier frein aujourd'hui du besoin de redéveloppement des actifs existants? Voilà.
dans les fonds diversifiés, oui, ils sont obligés de faire une sélection parmi les actifs qu'ils détiennent, ceux qu'ils vont pouvoir redévelopper, hein, et puis ceux qu'ils vont devoir céder après les avoir utilisés pendant un certain temps, hein, pour que d'autres les redéveloppent. Donc, deux stratégies, hein, une qui est vraiment axée sur le redéploiement, hein, il y a des fonds. Alors aujourd'hui, ils visent un article, alors, je vais faire un peu de fiscalité, j'adore ça, j'y connais pas grand-chose, c'est le 150 obéter, c'est un mode qui permet à des gens qui ont cédé leur entreprise d'être exonérés de la plus-value en réinvestissant dans des activités. Et parmi les activités éligibles, il y avait les activités commerciales immobilières. Donc voilà, tous ces fonds, hein, aujourd'hui, avec beaucoup d'entreprises de beaucoup de chefs d'entreprise qui ont cédé leurs entreprises, voilà, il y a des investissements à faire. Sauf que l'État est en train de décider, et j'espère qu'il reviendra sur ce qu'il a fait, de supprimer l'immobilier dans le 150 obéter. Donc ça serait sans doute... Alors on se bat à la SPIM, hein, justement, ça fait partie de notre métier. Pourquoi aussi. Il supprime l'immobilier? Bon, tu sais, ça lui prend comme ça à époque régulière. Il n'a toujours pas compris que l'immobilier, c'était plus l'immobilier des rentiers, c'était bien l'immobilier qui sert à l'économie. Donc il a toujours l'impression de faire une œuvre extraordinaire quand il dit on va privilégier le private equity et puis on va tuer l'immobilier. Donc c'est un peu ça, mais quand on lui explique bien et quand on dit voilà, que c'est utile, hein, que des gens portent l'immobilier dans lequel les autres travaillent, ça leur permet, pour ceux qui travaillent, de concentrer leur effort financier sur leur métier plus que sur l'immobilier et que c'est une bonne chose. Donc on participe à l'activité économique, mais ils ont un tout petit peu de mal à l'intégrer. Donc voilà, donc des fonds très professionnels et qui font ça, et puis d'autres plus diversifiés qui font des opérations de redéploiement de leurs actifs en les sélectionnant parce qu'ils ne peuvent pas tout faire. Juste sur ce marché, et j'élargis la question à l'ensemble du panel, est-ce que c'est le marché d'aujourd'hui? Est-ce que c'est le marché de demain du redéveloppement? Quelle peut être un peu la taille du marché? Cédric? Je pense que ça a toujours été le marché. Et d'ailleurs, Axe Immobilier, qui a 30 ans d'existence, est né dans le redéveloppement pour compte de tiers ou pour notre compte en tant que promoteur depuis 30 ans. Et moi, je suis même persuadé que c'est le premier métier du promoteur. Alors très longtemps, il y a eu cette image que c'était de la réhabilitation au sens, je ne vais pas dire au sens entreprise générale, pour pas qu'il y ait de querelle de chapelle, mais disons au sens, c'est refaire en l'état, mais il n'y a pas vraiment de création de produits. Si au contraire, Bruno en parlera mieux que moi, mais partir d'un immeuble obsolète, difficile, voire sinistré, vous allez voir tout à l'heure quelques exemples de transformation. Ça va encore plus vite. Bon, voilà, il y a un magnifique architecte qui s'appelle Bouchot avec un U, qui nous amène. Peut-être passe les images d'après, Aminata, et vous allez comprendre ce que c'est qu'avant-après. Voilà. Bon, donc c'est vraiment de la réinvention, et je pense que c'est vraiment notre métier. Alors pour répondre à ta question, est-ce que c'est le bon marché? Oui, c'est le bon marché. C'est le bon marché pour une raison simple, c'est qu'on sait aujourd'hui que la centralité devient plus importante que jamais. On sait que on aura besoin globalement en quantité de moins de mètres carrés, mais en qualité de mètres carrés qui seront mieux préparés, mieux organisés et mieux prévus pour accueillir le télétravail, le flex-office, une densité parfois élevée, parfois faible, du service, etc. Plus peut-être la possibilité qu'ensuite on lève des freins réglementaires pour qu'ils puissent être utilisés pour autre chose sans repasser par la case permis de construire. Donc on a besoin de plus de qualité, de moins de quantité. Donc là, il y a un effet immédiat, c'est une forme de recentralisation. Et on voit bien avec les taux de vacances et le marché que les marchés qui, entre guillemets, qui marchent actuellement, les marchés qui fonctionnent le mieux sont les marchés les plus centraux. Donc dans les marchés les plus centraux, pour prendre l'exemple en Ile-de-France, Paris et les communes périphériques, du greenfield, du terrain nu, il n'y en a plus. Donc par définition, on était obligé soit de partir d'immeubles qui étaient autre chose, soit de réinventer, on peut passer les images suivantes, on va voir ce que c'est que la réinvention, soit de réinventer des immeubles tels qu'ils existaient, et c'est tels qui étaient déjà du bureau, ou qu'ils deviennent, et de les sublimer en quelque sorte. Et donc oui, vraiment, ça c'est notre métier, et je suis persuadé que c'est le meilleur marché. Et j'aurais tendance à dire en logement aussi, puisqu'on sait bien que alors là on a un problème de quantité, en plus de problème de qualité, mais plus vous faites du logement central, moins vous avez, évidemment, plus vous réduisez le risque commercial, plus vous répondrez aux besoins, plus ce sera connecté avec les moyens de transport. Donc il est certain que nous, on est persuadés que c'est le marché, et en plus que c'est vraiment notre métier, et en plus que c'est un métier plus difficile que le neuf. C'est pour ça que ça nous plaît. Est-ce que c'est quelque chose qui est freiné, boosté, ou est-ce que c'est un produit anti-crise? Parce que tu rappelais l'existence d'Axe Immobilier il y a 30 ans. Si j'ai souvenir, il y a 30 ans, il y avait une petite crise immobilière.
à Paris, en France en tout cas. Oui, oui. Alors, dans les périodes de crise, c'est vrai que de toute façon, comme cet effet de retour vers le centre fait que le développement de marchés périphériques, alors il y a 30 ans, ça existait. C'est l'époque où il y avait des nouvelles zones de bureaux qui naissaient. Donc dans les années 90, il y avait des projets de créer des zones de bureaux, ce qui est devenu l'Avenue de France dans le 13e, ce qui est devenu Rueil, ce qui est devenu Saint-Denis. Bon. Et pendant la crise, tout s'est arrêté pendant 10 ans. Puis quand il y a eu à nouveau de la demande, j'étais pas là à l'époque, mais les années 2000, 2002, là, à ce moment-là, ça a fini par démarrer. Bon. Mais pendant les périodes de crise, toutes ces nouvelles zones s'étaient arrêtées, entre guillemets, et puis ça s'était fait au profit du centre. Aujourd'hui, c'est pareil. Ça se fait au profit du centre. Alors, est-ce que la période de crise permet de le faire? Ça, c'est une bonne question. J'allais dire oui et non. Oui, parce que la matière première, qui est l'actif, devient plus abordable. Dans quelles conditions, on en parlera peut-être. Après, ça dépend dans quelles conditions on peut financer ces opérations. Parce que le redéveloppement, c'est plus consommateur de fonds propres, c'est plus complexe à monter. C'est pour ça qu'il y a besoin, comme le disait Jean-Marc, d'allier la compétence de ceux qui savent faire avec ceux qui ont des fonds qui sont prêts à les y investir avec une incertitude administrative, une incertitude sur la durée et une incertitude sur la valeur. Donc c'est de l'investissement plus risqué, mais j'allais dire plus intéressant et potentiellement plus créateur de valeur. On va revenir un petit peu sur les maîtrises économiques. Mais d'abord, je voudrais qu'on pose la question sur l'écologie. Est-ce que c'est bon pour l'écologie, le redéveloppement ? Racontez-nous un petit peu d'abord le booster du réemploi et puis surtout le mouvement Unisson qui m'avait un peu échappé quand on avait préparé cette conférence. Oui, vaste sujet. L'écologie, ouais. Je ne sais pas si je vais plonger dans ce mot-là, mais par contre, je vais plonger dans les mots de carbone, dans les mots d'énergie et finalement dans les mots, et je pense qu'on en discutera aussi, d'architecture, puisque le mouvement Unisson qu'on porte, qui est un mouvement qui vise à interroger aussi l'architecture qui sera produite du lien entre le carbone, le vivant, le bâti, la territorialisation des pratiques. On interroge tout ça, on l'interroge aussi au sein du booster du réemploi qui vise à structurer la demande des matériaux de réemploi. Mais si on prend un petit peu de recul, la question au niveau du redéveloppement, à mon sens, est double. C'est du point de vue de l'énergie. On l'a vu avec la stratégie nationale bas carbone qui a été édictée et finalement à laquelle on doit tous se plier désormais. On a des objectifs à la fois en termes d'économie d'énergie, à la fois en termes d'économie de carbone. On n'oubliera pas quand même les sujets de l'eau, de la production de déchets, etc., qui sont des valeurs cardinales aussi quand on vient à parler d'éco-conception et d'écologie plus globalement. Donc bref, pour en revenir à ce sujet-là, le sujet de l'énergie. Une grande partie des émissions de gaz à effet de serre dans le bâtiment actuellement sont dues aux existants. Donc finalement, ce sujet du redéveloppement, il est clé d'un point de vue énergétique, puisque c'est là aussi qu'on a un vrai vecteur d'amélioration et un vrai vecteur d'évolution sur le sujet des économies d'énergie et de la réduction des émissions de gaz à effet de serre qu'on doit produire de ce point de vue-là, dans le cadre de la SNBC. La première étape, c'est soigner nos passoires thermiques. Soigner nos passoires thermiques, soigner nos projets d'architecture en redéveloppement aussi, puisque c'est pas juste isoler un bâtiment, c'est le penser, c'est penser son usage, penser son intensification d'usage. Et là, on parle aussi d'économie circulaire, c'est-à-dire que oui, le réemploi des matériaux existe, mais intensifier les usages, réutiliser les lieux, potentiellement, on parlait aussi de réversibilité tout à l'heure. Il y a tous ces sujets-là qui rentrent en jeu aussi. C'est pas que soigner nos passoires. Et puis après, le sujet, qui est le sujet du carbone, bah oui, il se retrouve dans la réversibilité, il se retrouve dans l'intensification d'usage, mais il se retrouve avant tout dans la matière qu'on vient utiliser pour tout ça. Comment est-ce que je réhabilite, comment est-ce que je transforme, comment est-ce que je diversifie les usages et les lieux dans lesquels je vais me plonger? Et ça, c'est à la fois un des objectifs qu'on retrouve dans la stratégie nationale bas carbone, réduire nos émissions de gaz à effet de serre dues aux matériaux de construction. Donc, de facto, quand on est dans un existant et qu'on anticipe la seconde, la troisième vie d'un lieu, évidemment qu'on se pose cette question-là du réemploi des matériaux pour viser une économie en termes de matière, tout simplement. Et là, les contextes géopolitiques, sanitaires nous ont aidés à ça aussi. C'est-à-dire qu'on a un coût de la matière première qui a explosé. On l'a tous vu sur nos opérations. Et donc, le réemploi des matériaux a été aussi une des réponses à tout ça, puisque un peu moins soumise au contexte géopolitique. Quand je dis contexte géopolitique, très concrètement, l'inox, il venait d'Ukraine. Bon,
On a eu un petit sujet. Les matériaux, ça m'est arrivé pendant le Covid d'avoir des maîtres d'ouvrage qui nous appelaient en nous disant les matériaux sont bloqués à la frontière, que fait-on ? Il va falloir en trouver peut-être en France. Donc on a tous ces sujets-là aussi qui viennent rentrer en jeu et on l'a vu avec Aximo. On a un projet justement que vous développez et sur lequel on intervient en tant que booster du réemploi, le projet Opal, qui à Montreuil, qui s'est fait fort aussi de travailler ces sujets-là. Comment je réemploie, comment je viens imaginer la prochaine vie du lieu, finalement. Donc là, ça veut dire qu'il est interdit de gâcher, c'est ce que je comprends. Mais comment on structure une filière ? Parce que c'est bien, c'est le réemploi des matériaux, mais qu'est-ce que j'en fais, moi ? Comment ça fonctionne ? Alors, on a 2 enjeux principaux sur le réemploi des matériaux. Il y a les aspects, tout ce qui est réglementaire, assurantiel, économique, et les enjeux de filière. Ça va être vraiment les deux points clés. Les enjeux réglementaires, assurantiels, économiques, on arrive de plus en plus à l'élever et on met en place en tout cas un travail pour lever tout ça. Une étude sur l'économie du réemploi qui a permis de montrer que quand on allait sur des projets haut de gamme, on était viable économiquement en réemploi. On a travaillé aussi avec des courtiers en assurance, des assureurs, des contrôleurs techniques pour arriver à lever les freins petit à petit justement de ce réemploi-là. Le frein principal reste celui de la conduite du changement et le facteur humain. Clairement. Et puis après, le deuxième élément... C'est juste un frein psychologique ? C'est pas que psychologique, c'est oui, si, il est psychologique, mais il est aussi de formation. C'est-à-dire que c'est un peu facile de dire les gens ne veulent pas. Par contre, il faut se former, il faut faire corps autour de tout ça, il faut que chacun, très concrètement, sorte de sa ligne de nage pour arriver à avancer dans ces sujets-là. Et ça participe aussi du deuxième point que j'évoquais tout à l'heure, qui est celui des filières. C'est ça aussi, c'est-à-dire que faire du réemploi des matériaux, ça passe bien sûr par une formation des équipes, par une transformation des pratiques au sein des maîtrises d'ouvrage, des maîtrises d'œuvres architecturales, des maîtrises d'œuvres techniques, oui, mais aussi autour de la structuration des filières qui ont encore besoin d'avancer là-dessus. Il y a une initiative qui a été lancée il y a peu qui s'appelle Cinéo, vous en avez peut-être entendu parler, avec le booster du réemploi qui vise aussi à accompagner cette structuration de filières parce qu'on a bien vu que au-delà de l'incantation de « il faut structurer, il nous faut de la ressource », eh bien, derrière, il faut mettre en marche toute une machine. Les industriels doivent rentrer dans la boucle, les fournisseurs de matériaux doivent rentrer dans la boucle de manière générale, au-delà de ceux qu'on engage déjà, qui sont les architectes, qui sont les maîtres d'ouvrage, qui sont les bureaux d'études. Ils ne peuvent pas le faire seuls. Petite question sur le redéveloppement, ça veut dire qu'on interdit aujourd'hui de déconstruire, ou plutôt de détruire, pour reconstruire, on n'a plus le droit de démolir ? Ça ne veut pas dire qu'on n'a plus le droit de démolir. Ça veut dire qu'il faut qu'on soit capable d'étudier au regard de critères précis et objectifs, à mon sens, l'intérêt de l'un ou de l'autre. Vous ne me verrez pas dire plus du tout construire ou non, ça non. Par contre, allons-y dans la mesure et parfois, en effet, il vaut mieux s'abstenir parce qu'on est dans un contexte particulier, on l'évoquait tout à l'heure avec Cédric. Tout dépend. C'est une réponse un peu... Tout dépend du contexte dans lequel on se trouve, tout dépend du contexte économique dans lequel on se trouve, du contexte géographique, du contexte géopolitique dans lequel on se trouve. Et à partir de ce moment-là, on se posera la question de savoir, économiquement, j'imagine, si c'est viable ou pas. Architecturalement parlant, qu'est-ce qui va sortir de tout ça ? Parce que foncièrement, c'est aussi ça le sujet. Non, mais c'est vrai, on en parlera et vous en parlerez mieux que moi. C'est quelle architecture va sortir de tout ça ? On n'est pas en train de produire des usines, là. On est en train de produire des lieux de vie, des lieux qu'on va utiliser, qu'on va habiter, où on va se poser la question de la lumière, de l'espace, du rapport au corps. C'est aussi tout ça, finalement, qui nous intéresse. Sinon, je ne vois pas pourquoi. C'est super comme transition. C'est génial. Merci Claire. Bruno, quand j'étais sur votre site internet, adapter les immeubles d'hier au monde de demain. Ça, c'est la phrase qu'on peut lire en arrivant sur votre site de votre agence. Ouais. C'est quoi le rôle de l'architecte là, sur les opérations de redéveloppement ? Alors, il a plusieurs facettes. Je pense que la première chose qui vient à la suite de l'intervention de Claire, c'est du bon sens, de la clairvoyance et de l'anticipation, et aussi de changer, alors tu dis ligne de nage, moi je dirais les habitudes. Il n'y a rien de pire que de changer les habitudes. C'est long, c'est difficile. Mais l'architecte a, je crois, cette capacité intellectuelle, cette habitude mentale
de changer le point de cible. Alors, on a dit tout à l'heure, il y a de l'énergie, on a dit tout à l'heure, il y a des usages, on a dit tout à l'heure, il y a du transport. En fait, on gère des flux. Et un bâtiment, ça gère en permanence des flux. Et on pourrait rajouter à ces flux, qui sont un peu des flux matériels, le temps. Et je pense que c'est important de se situer lorsqu'on appréhende un projet, c'est sur la durée. Alors la durée d'instruction, la durée de préparation d'études, mais également la durée de vie. Et quand on se projette sur les usages, c'est pas de dire j'ai un immeuble, un usage, j'ai peut-être un immeuble et plusieurs usages en fonction de l'altimétrie, le commerce plutôt en pied d'immeuble plutôt que du logement parce que c'est plus facile à vivre. Ça anime la rue. Donc on est dans le traitement du flux de la rue, on est dans la qualité de vie des usagers à l'intérieur, on a une vitrine qui correspond à l'accueil. Et en fait, l'architecte est une sorte de grand ordonnateur de plus en plus spécialisé, mais qui va gérer au mieux un arbitrage entre ces différents flux. Et je dirais que tout ça couvert par un flux financier qui est indispensable. Si on n'a pas l'argent, on ne fait pas le projet. Et l'argent n'est pas un mal, c'est un outil absolument indispensable. Tous les architectes ne pensent pas comme ça. Certes. Mais c'est une question innocente. Non. Il y a plein d'idées reçues sur les architectes, mais il y a une chose qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, l'architecture, c'est pas uniquement du dessin artistique. C'est la combinaison, bien évidemment, de plein d'éléments techniques, de plein d'éléments d'assurance, de responsabilité, de documents techniques, et également un cadre de vie, comme disait Claire, du bien-être, de la lumière naturelle, de l'acoustique de bonne qualité, de la résilience des matériaux. Et je crois que cet équilibre entre tous ces aspects fait de la bonne architecture. Alors, probablement qu'il faut avoir un peu d'humilité, surtout quand on fait de la réhabilitation. On ne transforme pas la façade, on ne transforme pas forcément la volumétrie du bâtiment, mais on va arriver à retraiter les espaces intérieurs plus près de l'homme, avec un grand H, dans son ergonomie, dans sa spatialité, au goût du jour. Et je pense que quand les gens sont heureux dans nos bâtiments, d'abord on s'entend bien avec le maître d'ouvrage, qui a quand même une responsabilité importante sur la définition du programme et qu'on écrit souvent ensemble, alors qu'à une époque, on donnait un programme à l'architecte et on lui dit « respecte-le ». Alors qu'en fait, aujourd'hui, on est beaucoup plus dans l'interaction entre le financier, le promoteur, les bureaux d'études, les AMO, environnementaux et de toutes les techniques qui sont nécessaires pour arriver au meilleur compromis. Et je pense que cette humilité va servir l'architecture de demain en milieu urbain, où de toute façon, de moins en moins, on n'aura pas l'obligation de ne pas déconstruire, mais on aura la nécessité de ne pas déconstruire. Je pense que ça, c'est un grand challenge et une très grande mutation de notre métier. Quand on regarde dans les années 70, le métier et la manière dont on déposait un permis, et aujourd'hui, le métier et les dossiers que l'on doit déposer dans les permis de construire, on voit bien qu'il y a une recherche de qualité, il y a une recherche d'exigence qui est le bien commun finalement. Et si on parle de la morphologie des bâtiments, est-ce que ça va passer par la densification, la surélévation? On voit bien les crispations que ça peut générer. On voit bien les espoirs aussi que ça génère. Je crois que la ville de Nice avait présenté en début de semaine un projet de surélévation pour créer 8000 logements sur Nice. C'est-à-dire qu'il n'y a plus... Il n'y a plus un terrain de dispo, il n'y a plus de dents creuses. Et donc, en surélevant et en densifiant, on peut créer jusqu'à 8000 logements. Est-ce que la densification, c'est une des réponses au redéveloppement? Et si oui, comment on l'a fait accepter? Ce que disait Cédric tout à l'heure, c'est la centralité. Donc, tout le monde a envie de se rapprocher du centre de la ville. Tout le monde ne pourra pas y accéder. Tout le monde ne pourra pas y accéder. Mais ça veut dire que pour accueillir le plus grand nombre, il faudra densifier. Ça, c'est une première raison. Et je dirais que même l'évolution naturelle de la ville, ça a été de construire une maison avec 2 étages, puis de construire un immeuble avec 7 niveaux, et puis ça va aller comme ça. Pourquoi? Parce que finalement, dans les flux dont je parlais tout à l'heure, le transport et la distance, c'est un élément carbone absolument indispensable à prendre en compte. Maintenant, relever le niveau des altimétries d'immeubles, je pense que c'est une
bonne action qui doit être mesurée, qui ne doit pas répondre à un dogme. Je vous interdis, je vous autorise. Je pense que c'est aussi des cas particuliers. Des avenues qui sont larges, je pense qu'on peut monter plus facilement que dans une petite ruelle. Donc ces éléments morphologiques de la ville qu'on ne remet pas en cause permettent la densification. Et cette densification, il faut qu'elle soit prise en compte par rapport à la morphologie, comme je disais, mais également lorsqu'on veut rendre meilleur, plus performant, plus accessible, de meilleure qualité, il faut le financer. Et sur une parcelle donnée, le financement de cette parcelle et des travaux qui seront faits sur cette parcelle passent par la densification, puisque finalement, c'est une manière de diminuer l'impact coût au mètre carré de cette parcelle. Et comme on ne peut rien faire sans argent, jusqu'à preuve du contraire, à un moment donné, il faut trouver l'équation qui fonctionne. Messieurs, sur la densification, vous adhérez? Je pense qu'il y a une bonne densification. Il y a une Oui. bonne densification. C'est-à-dire que il faut qu'on ait conscience qu'évidemment, si on a l'impression qu'on vient défigurer un quartier, parce que tout d'un coup on met un immeuble qui est 2 fois plus haut que les autres, c'est sûr que c'est pas cohérent. Il faut la fameuse contextualisation dont parlent les architectes. J'essaie d'apprendre à traduire d'architecte en français et de français en architecte. Voilà. Mais après, effectivement, si on veut qu'il puisse y avoir plus de gens qui sont rapprochés du centre, il y a les transports et puis il y a une forme de densité. Il y a surtout la densification de l'usage. Quand vous aviez des immeubles où on pouvait pas mettre des immeubles de bureaux où vous ne pouviez pas mettre un collaborateur, enfin, vous ne pouviez pas mettre plus qu'un collaborateur pour 20 mètres carrés ou pour 18 mètres carrés, le jour où vous passez à 8 ou 10, dès lors que chacun en réalité a moins besoin d'espace ou a besoin d'espaces différents, bah vous avez l'entreprise, elle peut faire profiter d'un espace de vie, d'un espace de travail qui est central, qui est agréable, ses collaborateurs, tout en restant dans un rapport qualité-prix, ou en tout cas dans un coût global loyer-charge qui est acceptable pour elle, alors que si elle avait besoin de 2 fois plus de mètres carrés dans le même quartier, elle ne pourrait pas se les payer. Et donc, in fine, c'est les collaborateurs qui seraient obligés d'aller ailleurs. Donc, le fait de pouvoir densifier l'usage et densifier la ville lorsque c'est bienvenu, ou lorsque ça a du sens, oui, je pense que c'est nécessaire et que c'est un des éléments, non seulement de financement, tu as raison, c'est bien que ce soit toi qui le dise, non seulement de financement, mais aussi même de qualité dans l'évolution de la ville. Sur la densification, Claire, Jean-Marc? J'adore, j'ai même plus à parler d'argent, parce que tu m'avais dit que j'étais là pour ça. Normalement, oui, mais bon. Alors oui, la densification, bien sûr. Il y a aussi peut-être la recomposition de certaines parties de la ville. Il y a aujourd'hui des espaces qui sont des espaces sinistres de bureaux qui, fermés à 19h quand tout va bien, réouvrent le lendemain matin et aucune vie autour de ça. Et peut-être qu'on peut... Et alors par contre, ils ont le transport, ils ont le RER, ils ont le métro, ils sont proches de la grande ville, mais ils sont un peu sinistres. Donc au-delà de la densification, il y a aussi la recomposition d'un certain nombre de quartiers, non pas en quartier de travail ou en quartier de résidentiel, mais voilà, faire des quartiers de vie dans lesquels on retrouvera du résidentiel, du travail, des commerces. Et je pense que c'est au moins aussi important que la densification, qui malheureusement, oui, a ses limites techniques ou même financières, puisque tout n'est pas facile. Donc il y a aussi cet aspect-là qu'il ne faudrait pas oublier. Et puis voilà, et puis il faut aussi des mairies ou des autorités qui le veuillent bien. Parce que entre ce que nous aimerions avoir pour pouvoir faire la vie plus agréable et la ville plus agréable, il y en a d'autres qui pensent que c'est peut-être autre chose. Donc obtenir une autorisation administrative pour changer, pour surélever, c'est parfois long et compliqué. Et là encore, il faudrait que tout le monde s'y mette, et le pouvoir public en tête, pour accompagner ce moment de redéveloppement ou de redéploiement écologique, bien sûr, mais pas ayatolesque, j'ai bien noté. C'est si on peut, et j'adore ça d'ailleurs, c'est l'écologie pratique, mais efficace. Donc voilà, il faut aussi cette volonté politique. Et puis il faut la volonté politique aussi, un petit coup quand même pour le PLU bioclimatique de la ville de Paris. Il fallait que j'en mette un petit coup quand même, Cédric, tu m'autorises. Ça y est, on y est. Non, mais moi non plus, on n'a pas d'ennemis, mais voilà. Ça veut dire quoi? C'est la fausse bonne réponse? Ça ne s'impose pas, ça se construit, et on ne prive pas de valeur et d'argent des milliers d'investisseurs au bénéfice d'une idéologie qui mérite d'être prise en compte, mais pas de manière autoritaire. Donc voilà. Et
qui est une vraie collaboration entre propriétaires, architectes, développeurs et l'autorité municipale, et qu'elle n'est pas non plus qu'un seul souci de l'équilibre financier. Si j'ai beaucoup de taxes professionnelles, je préfère ça à avoir du logement, mais c'est pas la vie que nous voulons et la ville que nous voulons, et c'est ça ce qu'il faut qu'on arrive aussi à refonder. Je voudrais juste ajouter un petit détail, c'est que là on a parlé un peu de tertiaire, on a parlé de bâtiments de bureaux, tout ça, mais la densification dans la ville, elle touche également le logement. On parle de fonds, d'investissement, mais il y a aussi toutes les copropriétés privées. Et ces copropriétés privées, on sait tous à peu près que lorsqu'on veut voter un ravalement, c'est déjà toute une affaire. Quand il va falloir voter des travaux, je dirais, d'isolation thermique et de performance écologique, pour mettre un titre assez large, il y a un problème de financement. Et la densification peut être une solution, puisqu'on va finalement, les copropriétés vont vendre de l'air, un potentiel constructible dans la verticalité d'un immeuble. Je pense qu'il faut pouvoir envisager aussi que ce soit un moyen, un levier financier adapté aux copropriétés privées, dont la ville est quand même bien équipée, pour leur permettre de financer cette transformation carbone. Mais est-ce que ça passe ça auprès de la copropriété voisine? Est-ce que ça génère pas du recours? Est-ce que ça génère pas du contentieux? Est-ce que ça génère pas des frictions? Alors d'abord, on est en France en tout cas, on est dans un pays où la loi compte. Donc quand on émet une loi, tout le monde s'y plie. C'est vrai que ça n'empêche pas les recours, et on le voit bien lors des permis. Mais ça veut dire quand même qu'il ne faut pas se replier sur nous-mêmes en disant je risque un recours et le voisin va dire quoi. C'est qu'à un moment donné, toutes les copropriétés vont être confrontées à cette transformation, à cette transition. Alors peut-être qu'on peut imaginer que dans le 16e ou dans le 7e, il y a des copropriétés très riches, mais on s'aperçoit que sur le coût du foncier, pour prendre un exemple à Paris, il y a des gens qui détiennent des actifs, des appartements, c'est du bien, mais qui n'ont finalement que des faibles revenus. Et pour financer la transformation, il faut trouver du capital financier qui tourne, cet outil financier dont on parlait tout à l'heure. Et je pense que d'offrir la possibilité de densifier une copropriété pour pouvoir absorber ce coût supplémentaire, qui n'est pas un ravalement, qui peut être beaucoup plus large et coûteux, parce que transformer un patrimoine, ça a aussi des impacts financiers. Ce n'est pas comme construire un immeuble ou transformer un immeuble des années 80. Il y a d'autres... je dirais, intérêts patrimoniaux. Donc il y a un coût qui est lié à ça. Et je pense qu'il faut pouvoir envisager cet aspect financier sur le patrimoine par la densification, la surélévation, et ne pas tomber dans un dogme en disant Paris-Haussmann, ça ne bouge plus. Il va falloir se donner des moyens de revisiter cet ensemble. Et comment on concilie ça avec le patrimoine? Parce qu'il y a des défenseurs du patrimoine. Je voudrais pas. On n'a pas invité d'architecte des bâtiments de France là à cette table ronde. Mais on peut concilier les deux? Évidemment qu'on concilie. Vous avez vu les photos tout à l'heure. Vous avez vu dans quel état peuvent être certains bâtiments tels qu'ils ont été maltraités ou mal entretenus. Le jour où vous les sublimez, grâce à l'architecte, vous voyez la différence. Non seulement, évidemment, vous offrez un outil de travail à une entreprise qui va venir s'y installer, et pareil si on redéveloppe en logement, mais en plus, vous sublimez ce patrimoine. Parce que souvent, il y a eu beaucoup de façadisme dans l'approche française de la protection du patrimoine. C'est-à-dire que souvent, effectivement, on protégeait assez bien l'extérieur, mais on ne savait pas trop ce qu'il y avait à l'intérieur. Et puis, il y avait des propriétaires institutionnels ou privés ou publics, parce que les bâtiments les plus massacrés d'un point de vue patrimonial, c'est les bâtiments publics. Moi, j'ai été fonctionnaire pendant 12 ans. Je vais dire, les plus beaux bâtiments de Paris, c'est là où il y a eu les massacres les plus éhontés. Bon. Et après, le jour où vous demandez un permis, on vous dit vous ne vous rendez pas compte, alors que vous n'oserez pas faire ça, alors que pendant des années, on mettait des algécos dans la cour, vous aviez des plafonds peints avec des ciels italiens, et on avait monté des cloisons. Enfin, bon, en matière de massacre, je pense qu'il faut être très humble parce que c'est souvent les occupants qui ont fait le pire. Bon. Mais pour revenir à ce que je disais, souvent, vous avez des bâtiments qui, à l'intérieur, en fait, malheureusement, n'ont plus ou ont perdu le cachet d'origine. Si vous le redéveloppez de manière remarquable avec des artisans d'art qui refont les ferronneries, vous allez au contraire faire renaître ce patrimoine. Et c'est pour ça aussi que pour nous c'est important de dire que c'est bon pour l'écologie, on en a parlé, c'est bon pour l'économie,
mais c'est bon pour le patrimoine, parce qu'on est des passionnés du patrimoine. C'est aussi pour ça qu'on aime autant des bâtiments historiques ou des bâtiments qui ont une vraie histoire. Aminata, si tu peux mettre la rue de Miromesnil, quand on développe avec un fond, on peut même expliquer le montage si ça vous intéresse, de nos amis d'Anaxago. Voilà, les deux bâtiments aujourd'hui, ils sont passionnants parce que vous avez devant un bâtiment haussmannien 1880, sauf qu'à l'intérieur, il n'y a plus rien d'origine. Et nous, on va recréer une sorte d'hôtel particulier 19e avec l'accord de l'ABF, parce que ça avait été transformé, ça ressemblait à un centre d'analyse médicale avec un escalier de secours, quoi, à peu près. Et à l'arrière, vous avez un bâtiment art déco qui est passionnant, mais qui n'a pas été entretenu depuis sa construction il y a 90 ans. Donc ça veut dire qu'on va sublimer ces deux patrimoines de deux époques différentes, de deux styles différents, et on va non seulement, évidemment, ça va être le cadre de travail futur d'entreprises exigeantes qui donc paieront le loyer, puisqu'on revient toujours au fait qu'à un moment, il faut financer l'ensemble, mais aussi on va remettre en valeur le patrimoine, respecter l'écologie, puisqu'on conserve tout le bâti, et on ne démolit rien, on casse des saletés à l'intérieur, mais on ne démolit rien, et c'est un choix. Et tant qu'on peut, on le fait comme ça, pour répondre à ta question de tout à l'heure. Et ça implique d'être très humble face au bâti. C'est-à-dire, on se dit, il faut que les gens qui y habitent demain, qui y vivent demain, que ce soit du logement ou pour y travailler, y soient heureux et qu'ils y soient bien. Il faut que écologiquement, on préserve tout ce qui peut l'être, et il faut que patrimonialement, on sache le mettre en valeur. Et à partir de là, je pense qu'on aura atteint les trois objectifs qu'on visait. Et évidemment, il faut que l'ensemble réagisse, corresponde à un montage financier qui permet de réaliser l'immeuble, y compris dans des conditions complexes où c'est du risque, parce que notre métier, c'est du risque. Donc ça, on l'achète sans condition, tel qu'il est. Et puis ensuite, on se débrouille avec la pastille qu'il faut faire disparaître. Et après, maintenant, on a un PC purgé depuis hier. Voilà. Il n'a pas de contentieux, il a dit. Aucun, tout va bien. Non, mais c'est quand même très important, parce que je religeais ce que disait Claire tout à l'heure quand même. Je ne sais pas si cette statistique est encore juste, mais j'avais retenu que alors l'Alliance, ça ne serait pas possible, de toute façon la question de la démolition ne se serait jamais posée, mais dans un bâtiment, par exemple, d'il y a 30-40 ans, où souvent on se dit on ne va pas y arriver, de regarder l'existant, vaut mieux tout raser, on recommence. Bon, aujourd'hui, on a quand même des bâtiments qui consomment peu, on a fait beaucoup d'efforts sur la consommation, donc démolir et reconstruire, je crois que ça correspond à 18 à 20 ans en consommation d'énergie, 18 à 20 ans de consommation de l'immeuble. Donc à quoi ça sert d'aller se battre sur le demi-kilowattheure de consommation si on commence par tout foutre par terre et reconstruire, et que ça correspond à 20 ans de consommation. Il faut être cohérent dans nos efforts. L'effort, il commence par utiliser ce qui existe, parce que c'est du carbone existant, ne doit pas partir en fumée. Ça commence par la sobriété. Je veux bien rebondir là-dessus. Oui. Utiliser ce qui existe, oui, et je dirais même anticiper. Parce qu'on a évoqué ces beaux projets, justement, qui ont été construits à diverses époques, les années 1900, voire après, etc. Mais par contre, ce qu'on n'a pas encore redit, c'est cet aspect matière pure. Là, on va parler de l'échelle du matériau. On a parlé des espaces, on a parlé d'architecture, on a parlé d'ensemble urbain. Mais l'échelle du matériau en lui-même est clé aussi dans les projets de redéveloppement, puisqu'il s'agit là de parler de l'histoire d'un lieu par l'histoire des matériaux. Et c'est ça qui va devenir intéressant. On parle parfois du palimpseste en architecture, de prendre le matériau et puis de réécrire sur le support une nouvelle histoire. Et c'est toujours ça aussi, quand on parle de réemploi dans les projets de redéveloppement, il y a ce sujet de quelle histoire je vais écrire à partir de maintenant avec la matière préexistante. Quelle histoire je vais inventer à partir de la matière existante. Il y a des architectes qui ont beaucoup travaillé sur ce sujet-là, par exemple Junya Ishigami qui a travaillé là-dessus, en se disant, je ne sais pas si vous partagez, mais en se posant cette question de comment je trace la mémoire du lieu à travers la mémoire du matériau, que ça soit au niveau du toucher, au niveau de l'aspect visuel, au niveau de la spatialité que cela crée. Et c'est là où ça va commencer à nous intéresser. Faire du réemploi des matériaux, le réemploi palette, ce n'est pas très intéressant. Là où ça commence à devenir intéressant, c'est quand on commence à tracer cette histoire des lieux. Et donc, à inventer quelque chose avec cette matière-là. Ça veut dire, oui, potentiellement la réparer, la transformer, etc. Mais aussi se projeter dans le projet d'architecture en anticipant tout ça. Alors oui, il y a des anticipations maintenant qui sont absolument nécessaires puisqu'elles sont réglementaires. Par exemple, le diagnostic PEMD, produits, équipements, matériaux, déchets, qui est l'évolution du diagnostic déchets qui nous impose d'évaluer dans les bâtiments existants de plus de 1000 m² ou les grosses réhabilitations, la valeur de la matière existante.
Ça nous impose de la chiffrer, de la quantifier et d'être capable de savoir ce qu'on veut en faire derrière. Puisque le diagnostic déchets à lui seul ne suffit plus. Et en tout cas, réglementairement parlant, ne suffit plus. Une fois qu'on s'est dit ça, on a compris quelle était la matière en présence. Et puis à partir de là, on travaille avec les architectes justement pour imaginer la seconde vie de cette matière-là. Voilà, c'est pour ça que j'insiste sur cette échelle du matériau en lui-même, parce que pour moi, il est vecteur de toute la seconde vie du projet, en fait. Si on a assez anticipé tout ça pour l'intégrer dans le projet aussi, puisque ça demande d'anticiper, ça demande de fixer des dates jalons, ça demande de chiffrer aussi tout ça. Ça veut dire qu'il faut raisonner sur le cycle de vie de l'immeuble, mais c'est pas ce qu'ont fait les investisseurs qui raisonnaient sur des durées plus courtes. Alors peut-être pas les SCPI qui sont long terme, mais beaucoup d'investisseurs qui raisonnent sur des fonds à 5 à 7 ans ne raisonnent pas sur l'analyse du cycle de vie d'un immeuble. Tu m'avais dit que tu me provoquerais, mais pas à ce point-là. Mais bien sûr que si on intègre le... Au contraire, ça fait même partie du métier immobilier, justement. Et c'est là la difficulté que l'on a aujourd'hui avec toute la mise aux normes de ces immeubles et toute l'ambition qu'on peut avoir sur la partie carbone et autres. C'est qu'un immeuble, c'est un cycle de vie qui est généralement pas très court, hein, qui est plutôt long, pendant lequel on l'exploite. Et toute cette phase d'exploitation, après avoir payé le prix quand même à l'origine, toute cette phase d'exploitation va générer des revenus et va permettre de financer ce qui sera à la sortie la restructuration de cet immeuble, hein, en s'intégrant dans son cycle de vie. Et, alors, quand c'est fait comme ça, y compris avec des objectifs aussi voilà, agréables que ceux qu'on vient de nous décrire, c'est finançable. C'est parce que c'est intégré dans un cycle de vie relativement long de l'immeuble. Ce qui est compliqué, c'est quand le cycle devient plus court ou quand on nous impose un cycle plus court. Si demain on nous dit que tous les immeubles, et c'est un peu ça hein, qui se passe parfois aujourd'hui, hein, doivent être transformés, copropriétés et autres, non pas dans le temps, mais dans les 15 jours ou les 6 mois qui suivent, c'est techniquement et financièrement impossible. Et comme on sait que l'État est un peu désargenté, quand je dis un peu, je suis peut-être loin du compte, on n'imagine pas soutenir avec des milliards d'euros ce qu'il faudrait faire pour que tout ça. Donc il faut qu'on s'intègre dans le temps, hein, ménageant l'histoire du bâtiment, voilà, les matériaux. Ça, et on le fait quand même, parce que l'immobilier, il ne faut pas non plus que taper sur l'immobilier. Depuis 2007, hein, le Grenelle de l'environnement, vous vous souvenez quand même, c'est loin, hein, je fais vieux en disant ça, c'est M. Borloo qui avait décidé voilà, qu'il fallait faire des efforts sur l'énergie. Et on a commencé à mesurer la consommation des bâtiments à cette époque-là. Donc, ce n'est pas tout à fait récent. Hein. Mais si on s'intègre dans ce temps long, bien évidemment, quand on refait un bâtiment, quand on refait la rue Miro de Méline, on ne le refait pas avec l'oubli voilà, de la mémoire de l'immeuble, de ces matériaux, de l'objectif énergétique qu'on le fait, et c'est finançable et acceptable parce que ça s'intègre dans son cycle de vie. Si demain on vous dit cet immeuble, il n'est pas tout à fait conforme, il faut le faire tout de suite, là c'est impossible de le faire avec les moyens humains. Alors il y a une petite chance quand même, c'est que tout n'est pas forcément dans les travaux, surtout quand on est dans une situation économique un peu compliquée, que l'utilisation de l'immeuble est aussi essentielle. Moi, j'ai été frappé l'année dernière quand on nous a dit tiens, on manquera de gaz, et puis de voir à la sortie de tout ça qu'on avait fait 15% d'économie sur la consommation juste en faisant un peu d'effort. Et je me dis que dans le fond, dans cette période économique un peu difficile quand même pour l'immobilier, dans lequel on peut peut-être pas financer la totalité si on veut préserver les revenus des gens qui financent tout ça, il faudrait peut-être commencer par mettre un accent presque plus fort sur l'utilisation pendant quelques années hein, de nos immeubles pour que l'économie qu'on doit en faire vienne d'abord de l'utilisation. Et je pense que là, vous êtes architecte et sans doute meilleur spécialiste que moi, c'est aussi là où on a des gains extraordinaires à faire. Et puis progressivement, on viendra le mettre bien sûr dans le bâtiment, dans son temps d'existence, dans sa durée de vie, de manière à ce que ce soit économiquement supportable par ceux qui portent cet immobilier. Bien sûr. Là, ce que vous évoquez finalement, c'est ce qu'on se disait tout à l'heure, c'est l'allongement de durée d'usage d'un matériau, d'un bien, d'un immeuble, quel qu'il soit. Et c'est là aussi, pour moi, la preuve essentielle qu'on ne peut pas dissocier la pastille écologie, la pastille verte qu'on sort à toutes les sauces maintenant, de l'essence même des projets qu'on est censé sortir. C'est-à-dire que si on n'est pas capable d'envisager l'analyse de cycle de vie global d'un bâtiment, de comprendre ses impacts et de les intégrer parfaitement et que ce ne soit pas juste la pastille verte à la fin, on n'y arrive pas, on ne les sort pas les projets en fait. C'est ça que ça veut dire. Et donc ça, pour moi, c'est le meilleur argument, c'est-à-dire qu'il y a un moment, il ne s'agit plus de dissocier écologie ou quel que soit le nom qu'on lui donne du projet. Ça fait partie du sujet en fait, c'est le sujet. Et ce n'est pas juste la couche supplémentaire qu'on vient essayer de rajouter par-dessus. Alors, j'en profite, Claire. C'est un sujet très intéressant parce qu'on voit bien que dans un immeuble
haussmannien qui était finalement assez peu équipé en technique. Sa durée de vie est très longue, parce que finalement, on ne change pas le parquet, on ne change pas les cheminées, on ne change pas les décors au plafond, on ne change même pas les fenêtres. Quelquefois, on a du simple vitrage un peu gondolé. Donc, on s'aperçoit que finalement, l'intrinsèque du bâti, on va dire ce qui relève des lots architecturaux, la durée de vie est très très longue. Mais on a voulu rendre les bâtiments très intelligents, et on sait bien que dès qu'on met un peu de mécanique, dès qu'on met une carte informatique, dès qu'on met de l'intelligence quelque part, il y a l'obsolescence qui s'installe et il y a une durée de vie beaucoup plus courte. Donc on pourrait dire, finalement, j'ai une installation technique qui est décorrélée du bâti et que je peux maintenir, changer rapidement, partiellement, et on aurait une résilience beaucoup plus longue du bâti. Donc ça, il y a eu, je pense, un progrès à faire. Oui, c'est un éloge du low-tech, ça. Exact. Parce que je pense que le low-tech, c'est une partie importante de la réflexion intelligente. C'est-à-dire, effectivement, un mur rideau exposé plein sud que l'on doit rafraîchir. On peut se poser la question de savoir si, finalement, l'image du bâtiment nouvelle génération, nouvelle conception, c'est pas de dire, déjà, la conception du bâtiment, c'est une façade plus résiliente, une sorte de bouclier pour éviter d'avoir à refroidir. On m'a expliqué que le smart building, c'était celui qui était bardé de capteurs pour capter toutes les datas, pour comprendre les flux, etc. Smart, on m'aurait menti. Non, mais smart, ça veut dire adaptable. Intelligent et adaptable. Oui. Ce n'est pas forcément un immeuble coûteux ou suréquipé. Je pense que le plug and play, l'option détachable est une solution pour l'immeuble de demain. Et Alain Béchat disait que l'immeuble intelligent, c'est l'immeuble qui est plein. Pardon, je me mets juste un chiffre dans tout ça pour appuyer ce propos. Un tiers, un tiers, un tiers. Il faut retenir que dans les impacts carbone aux déchets du bâtiment, on a un tiers de l'impact sur tout ce qui est gros œuvre du bâtiment, un tiers sur la partie seconde œuvre et un tiers sur la partie lot technique. Et donc on en revient là. Quelle exploitation, quelle maintenance multitechnique du bâtiment, puisque ça participe aussi fortement de l'impact, à raison d'un tiers. Alors, il ne faut pas forcément faire du low-tech parce que la qualité technique permet aussi de limiter les consommations et d'améliorer la qualité de vie. Si on sait avoir des capteurs pour adapter les températures, pas chauffer là où c'est vide et chauffer là où c'est habité, pareil pour l'éclairage. Donc c'est quand même utile et c'est d'ailleurs pas des technologies extrêmement chères. Par contre, ne pas mégoter sur la qualité du bâti, c'est important parce que c'est ce que je dis, si l'haussmannien, aujourd'hui, il a 150 ans de vie derrière lui et il va continuer avec des cycles de vie successifs, il a finalement eu plusieurs usages, c'est aussi parce qu'il n'était pas construit à l'économie, qu'il y avait des normes très exigeantes pour l'époque qui sont restées aujourd'hui. Et j'aime bien cette idée de cycle, alors c'est pour ça que je vous invite à regarder ce qu'on voit au-dessus, qui est une transformation de bureau en logement, qui a été finaliste du prix international de la transformation de bureau en logement à Asnières. Bon. Vous voyez que ce qui compte, c'est de conserver cette structure, ce stock de carbone qui a été intégralement conservé. Et on peut passer d'un immeuble de bureau horrible tel qu'il faut le transformer et tel qu'il a 500 petits frères en Ile-de-France qu'il va falloir transformer aussi, à un immeuble de logement dont on ne devine pas que c'était un immeuble de bureau avant. Et ça, quand est-ce que, comme dit Alain Béchat, un bon immeuble, c'est un immeuble plein, quand est-ce qu'on se rend compte qu'on arrive au moment du cycle? C'est quand ça commence à être vide. Et cet immeuble, il était vide depuis des années, il n'y aurait plus de locataires. Donc à un moment, il faut en tenir compte et il faut dire il a une autre vie, mais en conservant la structure. Parce que c'est vrai qu'on est très content qu'il y ait une longévité de 150 ans ou 200 ans des bâtiments haussmanniens, mais démolir en permanence des bâtiments des années 80, c'est quand même bizarre de se dire que ces structures qui ont 30 ou 40 ans sont déjà terminées, qu'on ne peut plus rien en faire. Si, on peut en faire si on sait les utiliser intelligemment. Et je profite de l'image à droite pour répondre à la question tout à l'heure sur la densité. L'immeuble de droite, il est plus dense que l'immeuble de gauche. On a gagné de la surface à la fois en épaississement et on a rajouté un étage. Je pense qu'il y a une densité ressentie, une densité réelle. Ouais. C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'à gauche, c'est plus dense, et en fait, c'est l'immeuble de logement qui est plus dense. Donc si l'architecte est talentueux... Non, l'angle de vue, c'est le même. Même, on n'a pas joué au truc où tu fais avant tout gris quand il pleut, et après, tu viens faire la photo après, en plein soleil. Non. Même pas. Non, c'est aussi, là, le talent architectural et la manière de venir l'insérer dans le quartier. Alors, je ne dis pas que quand il y a une augmentation de hauteur, ça ne crée pas un enjeu d'ensoleillement à telle heure du jour et à telle saison pour les riverains en face et que ce n'est pas un sujet, je ne le nie pas. Et c'est un enjeu de dialogue important qu'on essaye de mener lorsqu'on est amené à faire des surélévations dont je pense qu'ils sont effectivement, quand c'est bien fait, utiles pour la ville. Mais enfin, quand même,
souvent, la densité ressentie ne constitue pas une aggravation quand on fait bien de la bonne densité. Question innocente, des immeubles comme celui de gauche, il y en a quelques-uns en Ile-de-France. Ouais, il y en a des flopés, Est-ce qu'ils oui. peuvent tous finir comme l'immeuble de Non. droite? Non, il y a 3 conditions. La première, qui en élimine 50%, c'est que techniquement, il faut qu'il le puisse. Donc les hauteurs de dalle à dalle, les profondeurs, voilà. Parce que sinon, il y a un moment où si on retravaille tellement la structure, finalement, ça finit par s'apparenter à une démolition. Bon, est-ce qu'à ce moment-là, on arrive à faire du bon logement? Peut-être pas. Le but, c'est de faire du bon logement après. Après, il y a l'enjeu politique dont parlait Jean-Marc tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de villes qui ne veulent pas la transformation. Et finalement, un immeuble de bureau vide, bon, évidemment, ça fait plus de rentrée fiscale, mais ça ne crée pas de charge. Il n'y a pas des habitants qui vont venir réclamer des places en crèche, une école, etc. Donc, ils disent, si, laissez le bureau, donnez un coup de peinture, vous finirez bien par trouver un locataire, mais je ne veux pas de logement. Et ça, je veux pas de logement, ou je veux pas de logement parce que ça va venir dégrader je ne sais quel quota SRU. Enfin, il y a quand même beaucoup de contraintes qui pèsent sur les maires. La première contrainte étant la contrainte des finances publiques locales. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, depuis la disparition de la taxe d'habitation, qui est une erreur de finances publiques, eh bien, en réalité, il n'y a plus d'incitation pour les maires aujourd'hui à accepter des populations supplémentaires. Donc ils disent, quand on vient les voir avec une zone où il y a du bureau obsolète ou un immeuble et qu'on dit voilà, ils disent ah très bien, alors vous avez sûrement des bonnes idées, tout ce que vous voulez sauf du logement. Ça commence comme ça. Ouais. Alors après, quand c'est grand, c'est là que tout le monde essaye de bricoler un bout de centre de santé. Quand on voit que le bureau est mort aussi, un bout de centre de santé, un bout de co-living, un bout de coworking, mais bon, à un moment c'est bancal quoi. Alors que ça serait parfait pour faire du logement et il y a un marché en face, il y a des familles qui en ont besoin. Donc ça, c'est la deuxième chose. Il faut que politiquement, ça marche. Et puis, il faut troisièmement qu'on puisse acheter la matière première à un prix qui permet que le bilan tourne. Alors là, la période actuelle d'ajustement, je parle en présence du président de l'ASPIM, qui en parle avec l'AMF tous les jours, l'ajustement de valeur d'actifs, qui en particulier ceux qui sont vides, ça peut aider, effectivement. On y est là, non ? Bon, il nous reste combien d'immeubles sur 100 immeubles? Du coup, il y en a combien qui sont transformables, qui sont redéveloppables? Je ne sais pas, il y en a 15-20%, mais c'est déjà très intéressant. Parce que ça permet d'éviter d'avoir des verrues qui restent, et derrière, ça va développer des vrais logements qui, en plus, sont bien cités, sont centraux. Il y en a qui ont vocation à redevenir du bureau aussi, mais tout à fait différent. Et puis, il peut y avoir il y a beaucoup de création d'écoles en France. Il y a tout un développement d'un secteur scolaire. Ils ont besoin de se loger aussi. Ils n'ont pas une capacité de financement de loyer très élevée, donc il faut transformer les immeubles, en faire des ERP. Il y a des tas de destinations possibles. Et si demain on levait le frein politique, ou le frein des finances locales, on pourra en faire beaucoup plus. Ça, c'est un véritable enjeu. Si on veut une vraie politique du logement, ça va être l'enjeu principal, c'est d'inciter les collectivités locales et les communes à accueillir à nouveau des créations de logements. C'est là où il faudrait une SCPI logement ? C'est là où il faudrait flécher l'épargne des Français sur un besoin primaire. Non, mais je suis basique, hein, mais... Il en loupe aucune. Alors, c'est effectivement la discussion actuelle. Moins que la SCPI, il faudrait plutôt inciter les investisseurs qui drainent de l'épargne privée à mettre du logement dans leurs fonds. Alors, soit des fonds purs, un logement dans lequel on va mettre bien sûr du logement, du LLI, du logement libre, du logement géré, parce que ça prend de plus en plus de place, co-living, actifs, vieux, enfin j'en passe et des meilleurs. Bon, ça c'est du logement. On peut faire un fonds pur, mais aussi on peut en mettre dans les gros fonds. Si on doit avoir un peu moins de bureaux parce qu'on a un peu moins d'utilisateurs, un peu moins de commerce parce que c'est pas aussi rentable, un petit peu plus de logistique parce que ça c'est très bon, on pourrait aussi imaginer de mettre une part logement dans les fonds diversifiés un peu plus importante. Et c'est pas le, mais pour arriver à faire ça, il faut que le rendement produit par un logement soit assez proche du rendement produit par l'immobilier d'entreprise. Et avec l'ajustement des valeurs actuelles, on est un peu loin du compte, puisque allez, quand on aura passé la période, un portefeuille d'immobilier d'entreprise, pour ne pas mettre ni le bureau, ça devra rapporter entre 5 et 6% de distribution tous les ans, de distribution, le loyer que vous versez aux gens qui en sont propriétaires après vos frais de gestion, le prélèvement des travaux, etc. Et quant à un résidentiel, vous aurez du mal à faire 2,5%. Donc, comment voulez-vous trouver des investisseurs qui viennent porter des produits résidentiels ou mettre du résidentiel dans des fonds si vous n'avez pas un rendement qui soit à peu près cohérent? Alors, oui, on va demander aux promoteurs d'acheter moins cher le terrain, de construire beaucoup moins cher, mais bon, tout ça, ça a des limites. Donc, oui, il faut accompagner cette politique du logement en France, parce que sans cet accompagnement, on aura du mal à trouver l'équilibre économique qui permettra de le faire.
Mais ce n'est pas impossible. Hein. Donc voilà, c'est la discussion qu'on a à l'heure actuelle et qu'on aura sans doute en 2024 avec les pouvoirs publics pour Qui trouver décide? des choses. C'est Matignon ou c'est Bercy? Alors c'est un partage, mais on sent bien que le côté où le volet budgétaire est relativement important. Et le point le plus autre élément à souligner, c'est qu'on ne veut plus, enfin nombreux à ne plus vouloir, en tout cas les fonds immobiliers ne veulent plus d'avantages temporaires. Moi, j'ai beaucoup adoré Ménurie, Pinel, j'en passe. Voilà. Mais l'avantage est temporaire. On fait quelque chose, ça dure 9 ans. L'avantage terminé, tout le monde revend. Enfin bon, nous, on aimerait pouvoir gérer du résidentiel de manière durable. Donc, en mettre un pilier dans nos fonds ou faire des fonds en particulier pour le faire, mais de manière durable. Donc, avec un accompagnement durable sur des mesures qui seront pérennes et pas des mesures temporaires. Donc c'est toute la discussion que l'on a aujourd'hui. Il faut montrer qu'on fabriquera des logements, que ça ne coûtera pas trop cher, que ça pourra rapporter éventuellement, parce qu'on oublie de le dire aussi, enfin on le dit indirectement, hein, toutes ces activités de restructuration, de promotion, ça participe aussi à l'activité économique globale. Et on sait très bien que le bâtiment, le logement, c'est une part significative du résultat de l'activité économique. Donc l'aider ou l'accompagner, c'est à la fois remplir un objectif qui donne du sens à l'épargne, c'est loger les Français par exemple, mais aussi un objectif économique parce que ça donne du travail à des entreprises. Et ça me paraît c'est Quand le bâtiment va, tout va. Non, Oui. et ça fait aussi une grande partie du patrimoine des Français. Les Français sont à 58% propriétaires de leur résidence principale. Ils y sont attachés. On sait que c'est aussi un moyen pour eux de protéger leur niveau de vie en prévision de leur retraite. Et que s'ils font de l'investissement, c'est aussi un moyen de complément de cette retraite. Donc, dans un pays vieillissant, on a besoin que les Français, je pense, aussi soient rassurés sur des composantes de leur patrimoine. Et l'immobilier, c'est la composante numéro 1 de leur patrimoine. Ça n'est pas la rente. Voilà. Bah, bon courage pour expliquer tout ça. Hein. Il nous reste 4 minutes, puisqu'il y a 1 minute, il me restait 5 minutes, pas une de plus. Si vous avez des questions, j'ai un micro. Il n'y a pas de volontaire? Bon, pas possible. On ne peut pas dormir avec toi normalement. Bon, on a été très clair. Ah voilà, j'en étais sûr, il faut toujours un volontaire. J'arrive. Est-ce que sur les SCPI avec des sous-jacents résidentiels, il n'y a pas aussi une question de relation entre le bailleur et le locataire qui est un peu à réinitialiser en France pour diminuer peut-être la prime de risque sur ce type de baux? Merci de votre réponse éclairée. Vous avez bien sûr raison. Une grande partie de la sortie des institutionnels du résidentiel, je crois qu'en 1990 ou 15, ils avaient 7 ou 8% de leur patrimoine, les gros assureurs, tout le monde s'en souvient, le GAN, etc., en résidentiel. Ils sont redescendus aujourd'hui, ces institutionnels, à moins de 1 ou 2%. La région, bien sûr, est économique, hein, le rendement dont je parlais tout à l'heure, mais aussi l'espèce de stigmatisation qu'il y avait pour un assureur ou pour d'être propriétaire et d'avoir des rapports directs avec des locataires. Quand vous vous appelez le GAN ou AXA et que vous virez votre locataire, vous en entendez parler, vous avez des affiches sur l'immeuble, vous êtes l'odieux propriétaire. Alors, ça a participé, voilà. Alors, le summum, ça a été quand même la loi Aurillac avec Madame Jeanne Moreau qui passait à la télévision pour dire qu'il était horrible de la sortir du logement dans lequel les payer un loyer ridicule. Voilà, donc ça, la stigmatisation du propriétaire, c'est quelque chose qu'il faut modifier. Alors, il faut aussi protéger le locataire, hein, c'est pas, mais le changement de ce rapport locatif est un élément important. Alors, pour la réponse aux institutionnels, c'est aussi de l'intermédier, c'est-à-dire de ne plus le faire directement. Si l'institutionnel est propriétaire des parts d'un fonds qui est géré par la Caisse des dépôts, c'est au hasard, hein, c'est plus facile puisqu'on ne va pas accuser la Caisse des dépôts de maltraiter son locataire, ou du moins quand elle le fera pour des raisons, parce qu'il ne paye pas son loyer et autres, ça passera. Alors que si c'est l'investisseur institutionnel directement, ce sera plus problématique. Mais il faut de l'équilibre dans tout ça, hein, et notamment les fonds institutionnels disent aujourd'hui, les fonds non cotés institutionnels disent que si on serait capable aujourd'hui, par exemple, de renoncer à un truc qui est terrible dans le rapport locatif, c'est le droit de donner un congé pour libérer l'appartement. Voilà, donc c'est toujours traumatisant pour un locataire de devoir acquitter son logement alors qu'il n'a rien du tout. Alors, on serait prêt à y renoncer, c'est ce qui se passe en Allemagne et ça se passe très bien. Et pourquoi ça se passe bien, c'est qu'en réalité, on fait un cadeau qui n'est pas forcément un grand cadeau. Le turnover dans les logements est extrêmement important. C'est-à-dire que les gens ne restent jamais très longtemps au même endroit. On ne passe pas toute sa vie au même endroit. Donc, voilà, c'est pas très grave que d'attendre 2-3 ans de plus avant de vendre un appartement. Ils se libèrent toujours. Mais ça pacifierait une partie du rapport locatif. Hein. Ça donnerait quelque chose au locataire en place en lui disant, voilà, vous venez, vous paierez votre loyer, payez-le bien, et juste parce que sinon, oui, on vous sortira. Mais si vous le faites, on se comportera en investisseur. Il n'y a pas d'épée Damoclès. Voilà. C'est pour les investisseurs privés aussi, ce qui fait qu'il y a eu
besoin, entre guillemets, d'avantages fiscaux successifs pendant des années, c'est aussi qu'il y avait une crainte de la part de l'investisseur personnel, d'une part de la relation avec le locataire. Qu'est-ce qui se passe, le locataire qui reste 1 an et demi sans payer, je mets 2 ans à le sortir, voilà. Et deuxièmement, il y a aussi un petit enjeu fiscal, c'est-à-dire que pourquoi est-ce qu'aujourd'hui on continue à taxer les revenus fonciers au taux marginal alors que, par exemple, pour les revenus d'action, il y a eu la création, il y a maintenant déjà 6 ans, d'un prélèvement forfaitaire unique à 30%. Voilà. Pourquoi est-ce qu'on peut se retrouver avec une taxation d'un loyer qui est quasiment 2 fois supérieure aux dividendes d'une action, alors que dans les 2 cas, c'est le résultat d'une activité économique, qui plus est pour l'immobilier, qui a créé de l'emploi, du capital et rendu un service social totalement en France. Bon, prochaine fois, on invite Bercy. Hein. J'ai compris le message. Merci beaucoup, en tout cas, pour cette table ronde. Merci pour cette question que j'aurais dû poser, pardon. Mais bon, comme quoi. Hein. Bonne continuation, et puis je pense qu'on peut les applaudir. Et bon salon Simi.